Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle masterclass du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de Vinci Executive Education. Alors, on se retrouve comme ça régulièrement en direct sur les réseaux sociaux pour partager, parce que c'est un petit peu ça la magie de notre industrie, de cette industrie du digital, de l'esprit Internet. C'est celui du partage et de la transmission. Et ça tombe bien parce que notre invité de masterclass, je pense qu'il a fait de la transmission et du partage le credo de son parcours professionnel. Salut Augustin. Salut, bonjour à tous. Augustin, merci d'être avec nous. Donc, Augustin Garcia est le fondateur et l'éditeur d'Indata Veritas IA Générative, qui est un média collaboratif. Donc, vous pouvez le trouver à l'URL, donc Indata Veritas. Allez-y, hein, tapez, allez voir un petit peu ce que c'est. On va en parler bien sûr tout au long de cette masterclass, mais déjà, vous pouvez aller voir ce média qui, vous allez voir, traite de l'IA parce que Augustin, il a eu aussi une révélation avec les IA génératives, il va nous le dire. Mais pour te présenter, enfin pour te laisser maintenant la parole et te présenter, sur ton LinkedIn, tu écris que tu es un dinosaure de la presse informatique. Eh oui, je suis un dinosaure de la presse informatique, mais pourquoi je suis un dinosaure? Tu vas me dire, c'est très réducteur, un dinosaure. Bon, ok, je suis vieux, ça, c'est un fait, mais bon, comme je suis vieux, ça fait 40 ans que je suis toutes les révolutions de l'informatique et 40 ans que je les observe et que j'écris sur elles. Bon, pour me présenter simplement, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà, en 1981, j'avais 16 ans. Je vais vous retracer un petit peu le parcours. J'avais 16 ans, oui, et j'étais en première C dans un lycée parisien que je ne nommerai pas. Et voilà, j'étais un matheux, comme tous les matheux qui existent. Aujourd'hui, on appelle ça des geeks, mais bon, à l'époque, c'était des matheux. Il n'y avait pas d'ordinateur personnel, il n'y avait pas Star Trek. Donc, du coup, voilà, un geek. Ma petite passion à moi, c'était le Rubik's Cube. Bon, je m'amusais à faire du Rubik's Cube. Et un soir, je faisais du babysitting, oui, parce que les matheux, généralement, ça fait du babysitting et ça donne des cours de maths et de physique. Et un soir, je suis chez un patron de presse qui me voit, donc il rentre après son dîner, il me voit en train de faire le Rubik's Cube, il me le défait et je lui remonte en moins de 10 secondes, voire moins, mais bon, je voudrais pas me vanter. Et du coup, il me dit, tiens, t'as l'air super doué, moi j'ai monté des canards donc des magazines plutôt, pas canards, des magazines de presse informatique. Et je voudrais savoir si ça t'intéresserait de venir nous aider sur le CICOB. Alors, je ne sais pas, pour les plus vieux, le CICOB, c'est comme Vivatech aujourd'hui. C'était à la Défense. C'est sur le parvis de la Défense, un petit peu sur la gauche, si vous êtes face au CNIT. Le CNIT, à l'époque, c'était un grand hall d'exposition, l'équivalent de Villepinte aujourd'hui ou de la Porte de Versailles. Euh, C'est on quoi, me en pro- grosso modo, si tu dois nous replacer ça on va se dire dans une décennie, c'est quoi? C'est années 80, 90? Alors, c'est 81, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, c'est 81. J'avais 16 ans en 81. Donc, voilà, on me propose d'aller au CICOB pour aider des hôtesses à vendre ou à distribuer, hein, je ne sais pas ce qu'elles faisaient exactement, des magazines, donc l'ordinateur individuel. Et on me propose d'y aller et de répondre aux questions techniques. Parce que bon, c'était à l'époque, on vendait des ordinateurs et des magazines comme on vend des voitures aujourd'hui, ou on continue de vendre des voitures aujourd'hui, c'est-à-dire avec des hôtesses super belles qui ont rien à dire, qui sourient et qui vous vendent, quoi, qui vous emmènent vers le vendeur. Voilà, sauf que à l'époque, il y avait déjà des nerds et qui posaient des questions des questions techniques, voilà, quel basique est utilisé sur tel produit, est-ce que vous avez un article sur le dernier Apple? Bon, il n'y avait pas encore Apple, mais bon, les derniers Multics, c'était du Multics à l'époque. Et du coup, moi, je répondais aux questions et ça s'est super bien passé. Et dès le lendemain, je me suis dit, tiens, c'est con, je vais demander à un pote de venir et avec un autre gars de ma première, on est venu sur le stand et on a commencé à faire un carton en répondant aux questions. Donc les jeunes filles vendaient du magazine en veux-tu, en voilà. Donc c'était comme ça que je suis tombé dedans. Voilà, comme quoi on peut tomber par erreur dans la presse.
Voilà. Bon, après, ça m'a pas empêché d'avoir mon bac C et de me poser une question euh, qui aujourd'hui semblerait stupide à certains parents. C'est voilà, est-ce que je fais maths sup, maths spé et Polytechnique et où je fais un truc qui me passionne, c'est-à-dire de l'informatique et écrire dans un magazine. Bon, Alors bah, attends, Augustin, ce qu'on doit dire, parce que tu es très modeste, enfin ceux qui te connaissent bien et j'ai cette chance maintenant, tu es quand même assez modeste, donc là tu fais beaucoup de raccourcis et c'est normal, mais euh, en fait, tu étais un lycéen brillant. Donc, tu as ton bac C, mais tu l'as quand même, on va dire, les doigts dans le nez. Et donc, en fait, tu arrives à un moment où, en fait, tu as le luxe, tu vois, de pouvoir te dire, qu'est-ce que je fais? Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas, je vais galérer à faire les classes prépa, donc maths sup, maths spé. C'est que, en fait, tu avais le niveau pour le faire. oui, ouais, si tu le vois comme ça, oui, j'avais le niveau. Dans ma classe de terminale, on va pas citer le nom du lycée, mais bon, c'est un des lycées du centre de Paris. Il y a quand même eu 7 polytechniciens dans cette terminale. Donc, bon, pas forcément les plus brillants d'ailleurs, hein, et le plus brillant de tous, il est parti faire euh, de la philo et des lettres. Donc, bon, on, voilà, on a subi les foudres du directeur de l'établissement, quoi, du proviseur, on disait comme ça à l'époque, du proviseur qui voulait absolument nous placer tous dans une maths sup pour faire une maths spé, pour faire une présentation. À l'époque, on présentait euh, chaque établissement, c'est-à-dire Polytechnique, Normal, tout ça séparément. C'est pas un tronc commun comme aujourd'hui. Voilà. Mais toi, tu Donc, étais déjà un peu à part, hein. On rappelle qu'à 16 ans, tu allais à la Défense, au CICOP, pour aller renseigner des geeks sur les tout débuts de l'informatique grand public et individuel. Donc déjà, tu avais ton cerveau qui était construit différemment. oui, on peut dire ça comme ça, mais bon, après, tu sais, c'est comme partout. Tu es dans un établissement qui a les premiers ordinateurs, ça s'appelait des Micral à l'époque, les premiers ordinateurs un peu personnels, mais qui étaient hors de prix. Quand on a 4-5 dans ton établissement et que tu passes une grande partie de ton temps, bon, c'est pas très difficile de briller là-dedans, surtout qu'à l'époque, il y avait rien. C'était l'Eldorado, quoi. Voilà. Bon, Bon, tu fais quand même des et maths. Donc après, effectivement, tu fais pas un maths sup, maths spé, mais tu fais quand même des maths. alors, non, Euh, non, j'essaye tout d'abord de rentrer au MIT. Et là, je m'aperçois que la société de consommation veut que tu aies une grosse bourse ou une entreprise américaine pour te soutenir, sinon tu rentres pas au MIT. Donc voilà, le petit français, bon à l'époque j'étais même pas français, j'étais encore espagnol, le petit espagnol, bah, il rentre pas au MIT. Donc du coup, bah, je me dis, je vais faire des maths, je vais faire des stats et enchaîner sur la licence d'informatique, hein. À l'époque, on n'allait pas à Master 1, Master 2, hein, c'est licence maîtrise. Et après, on faisait un doctorat. Voilà, moi, je fais licence maîtrise et voilà, tout en étant au groupe test. Donc, au groupe test, c'est un groupe de presse où il y a l'ordinateur individuel, 01. Aujourd'hui, ça, on appellera ça 01 net, mais ça s'appelait décision micro et des choses comme ça. alors, Voilà. l'informatique, tu fais une licence d'informatique. Je rappelle, on est dans les années 80. Il y a quand même un Alors, côté pionnier à cette époque-là. alors, c'est algorithmique numérique et non numérique. Voilà, c'est même pas de l'informatique comme on le pense aujourd'hui. En fait, on fait de l'assembleur. Turbo Pascal n'était pas encore arrivé et donc c'était le tout début. C'est-à-dire qu'on a des stacks, des, comment on peut le dire, des piles et on remplit à X, BX, CX avec des 0 et des 1 et voilà. C'est comme ça qu'on faisait de l'informatique à l'époque. Et en parallèle, Et en parallèle, il y dis-moi. a toujours, ben oui, il y a toujours cette presse, tu vois, ça y est, cette vocation de professionnel de la presse, de l'écrit, commence à se développer. Et surtout, tu nous l'as dit, hein, on est au tout début, bien sûr, de l'informatique, mais aussi de la presse IT. Et là, c'est l'explosion. Et toi, tu es au cœur de ça. Alors, c'est l'Eldorado. C'est complètement l'Eldorado. Il y a Alors aujourd'hui, sur l'IA, on a une nouveauté toutes les semaines ou 3-4 nouveautés toutes les semaines. Là-bas, c'était des nouveautés tous les jours. C'était une vraie révolution. Bon, pour ceux qui ont une petite culture informatique, ZX81, ZX80, ZX81, Apple qui se pointe, Amstrad, le Commodore. Alors au début, il y a des cassettes ou des grandes disquettes. Alors c'était des disquettes souples.
Je sais pas si ça vous parle. Alors, elle faisait cette taille, hein, les disquettes, hein. On voit pas bien, tu vois, c'était ça. Voilà, tu avais la disquette, elle faisait la taille de ma housse d'ordinateur. Ouais, pas aussi grande, mais pas loin. Et puis voilà, donc bon, moi, ça m'a permis de rencontrer des gens assez fantastiques. Roland Moreno, le mec qui a inventé la carte à puce, hein, un savant fou non, qui est mort pauvre alors qu'il avait inventé la carte à puce. Euh, j'ai rencontré des gens comme Philippe Kahn, celui qui a acheté Turbo Pascal, et il l'a acheté en Scandinavie, et puis il est venu nous voir à la rédaction, et puis il nous a dit écoutez, les gars, j'ai acheté ce truc-là, j'y crois absolument comme un fou, c'est vraiment top. Mais je vois pas bien comment faire un truc viral avec. Et nous, on lui a dit, bah, t'as qu'à l'offrir aux universités. C'est le début de l'informatique. Si tous les étudiants l'utilisent pour programmer à l'université, qui sont en informatique, en maths, en physique, s'ils l'utilisent à l'université, derrière, ils vont l'utiliser dans leur vie de tous les jours, après dans l'entreprise. Et c'est ce qu'il a fait. Et comme ça qu'il est devenu riche. Bon, maintenant, il ne me connaît plus. Hein. Il parle avec un accent américain et il fait semblant de ne pas me connaître. Mais voilà. Qui j'ai rencontré d'autres? Bah, j'ai rencontré Bill Gates à l'époque. Je l'ai même aidé à lancer SharePoint en France. Qui j'ai rencontré d'autres? Un type qui s'appelle Yvan Besseril. Alors, personne connaît Yvan Besseril, mais bon, on parle des ordinateurs, on parle des logiciels, mais sur la partie télécom, il y a vraiment des génies en France. Donc, ce type, il a créé un moteur d'inférence en Lisp. Donc, Lisp, c'était, ou c'est toujours d'ailleurs, un langage. Et il a créé un moteur d'inférence. Un moteur d'inférence, c'est le tout début de l'IA. Donc, voilà, les IA sont créées sur des moteurs d'inférence. Et derrière, il a créé la première permanence téléphonique en France. Alors, vous allez me dire, ça sert à rien, mais si, parce que derrière, vous avez les Centrex, là, tout ce que vous avez pour pouvoir bah, toute la télécommunication d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc bon, j'ai vu des génies en pagaille, et puis j'ai vu des geeks en pagaille, hein, mais vraiment je veux dire, l'émission américaine avec comment il s'appelle déjà, le petit Sheldon. Bah voilà, c'est des Sheldon en France, il y en a énormément. Alors là, c'est effectivement, c'est une référence geek. J'espère que vous l'aurez. Voilà, c'est une série des années 2010. Voilà. Oh, à ce point-là, Hein. mais ça passe tellement souvent à la télévision que. Et maintenant, il y a Young Sheldon aussi qui raconte son début. Donc bon, C'est ça. c'est une référence. Et sincèrement, quand on fait de l'informatique ou de l'IA, il faut le garder en tête parce que c'est assez drôle de voir comment les gens imaginent les geeks. Ouais, bon, effectivement, on fait ce petit pas de côté pop culture, Ouais. mais c'est vrai que c'est une série qui est vraiment chouette. Donc, bien sûr, hein, vous aurez reconnu The Big Bang Theory. Mm. Et même s'il y a quelques clichés hein, autour de l'informatique, des geeks et des nerds, c'est quand même plutôt bien senti. Alors, on revient à Ouais, toi. reviens sur mon parcours si On tu revient veux. sur ton parcours. Alors, on accélère un poil. Donc là, on est dans les années 90. Ouais, 80, 85, 86, 87. Bon, je fais un passage par le gouvernement, mais ça, on va oublier. Et surtout, j'écris avec un type qui s'appelle Franck Alvarez. Bon, il est français, il s'appelle Franck Leledi Alvarez, mais bon, on va dire Franck Alvarez, c'est comme ça qu'il aime à ce qu'on l'appelle. C'est un génie du code. C'est-à-dire, vous lui donnez. À l'époque, euh, il y avait des listings, donc un magazine genre Libé, sauf qu'il y avait que du listing dedans. Donc, ça s'appelait Hebdogiciel. Et les gens, ils achetaient le magazine toutes les semaines et ils tapaient du code, du code, du code. Bien évidemment, ils se trompaient dedans et donc ils n'y arrivaient pas, le truc marchait pas, mais bon, c'était assez rigolo. Et donc, avec lui, j'ai écrit des milliers d'articles, des milliers de codes. Et puis, on a fait une vingtaine de livres, 22 pour être précis, ensemble. Voilà, 22 livres sur tout, dont un sur l'IA déjà Ouais, dans les années 80. 22 livres, je pense qu'on est pas mal, hein. On n'est pas loin d'un chiffre mythique. Je sais pas si c'est mythique, mais bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Avec Franck, on a aussi fait des choses qui sont assez rigolotes.
il y avait à l'époque, dans les jeux vidéo, c'était en France, c'était Infogrames et Loriciel. Alors, Infogrames et Loriciel, ça faisait des jeux pour des choses comme l'Amstrad CPC, l'Auric, comment dire, le TO7, je ne sais pas si ça parle aux gens, le MO5, le TO7. Et donc, nous, on faisait des protections pour que les gens ne puissent pas pirater les logiciels, et on faisait les protections sur la bande d'amorce. Donc, c'était la partie, vous voyez, quand vous aviez une cassette. Alors, je ne sais pas si les gens savent ce qu'est une cassette aujourd'hui, mais bon, une cassette audio, il y a une toute petite bande d'amorce au tout début, juste après la partie blanche, et donc on mettait la protection à ce niveau-là. Donc, bon, on s'est amusé pendant très très longtemps à faire ça, jusqu'à ce que des disquettes dures arrivent, et là la protection ne pouvait pas être sur la bande d'amorce. Voilà. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce oui, que des révolutions. alors Ouais, attends. vas-y. Évidemment, c'est intéressant. Vous allez dire, attendez, pourquoi Augustin nous raconte tout ça? C'était il y a longtemps. Très longtemps. Eh bien, quand on a préparé cette masterclass avec Augustin, on s'est dit, il faut absolument en parler, parce que c'est une question de rupture technologique. Et c'est une question de, on prend le train au moment où il est hacké. Et il se trouve que toi, à ce moment-là, effectivement, au tout début de ta carrière, tu as pris ce train. C'était le train de l'informatique, et on voit bien jusqu'où il nous a menés aujourd'hui. Et là, il y a un train qui est celui de l'IA. C'est ça, Augustin? C'est ça. Aujourd'hui, on est sur le train de l'IA, mais des trains, il y en a eu des tonnes, des tonnes. Voilà, il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. On prend des exemples. Au tout début des années 2000, il y a eu déjà des téléphones mobiles où on pouvait tapoter sur l'écran, mais ça n'a pas marché. Ça s'appelait le Psion. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Psion. Mais bon, il y a eu des tas de choses de ce genre-là. Et aujourd'hui, on assiste à des ruptures les unes après les autres. Vous avez connu la blockchain il n'y a pas si longtemps, et la blockchain est devenue une commodities. Et moi, je peux vous assurer que l'IA, même si on a l'impression que c'est une révolution aujourd'hui, demain, ça sera une commodities. Une commodities, c'est quoi? C'est une brique de base qui va être intégrée dans tout. Et donc, du coup, on parlera plus d'IA, puisqu'on va parler des produits Photoshop que vous utilisez, des assistants téléphoniques que vous allez avoir sur vos téléphones. C'est comme ça. Pour vous donner une idée de ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Macintosh en 1984. Le Macintosh, quand Steve Jobs est venu le présenter en France, moi j'y étais, il a présenté le produit en disant, voilà, le Macintosh, c'est une rupture, c'est une alternative au papier. En fait, il voulait aller vers le zéro papier. Alors, vous allez me dire, le Macintosh, c'est rigolo, c'est une interface graphique un peu pourrie à la Windows du début, sachant que c'est plutôt Windows qui a copié Macintosh et pas le contraire. Il y avait un Mac Write, un Mac Paint, et c'est tout. C'est tout. Et le but du jeu, c'était de permettre aux utilisateurs de s'émanciper du papier. Le but du jeu, c'est qu'il n'y ait plus de papier du tout. C'est un outil de création et il devait plus y avoir de papier. Alors, dans l'idée, c'était une bonne idée. Pourquoi je parle de rupture à ce niveau-là? C'est que on va reconnaître là les mêmes choses qui sont en train d'arriver aujourd'hui sur l'IA. C'est-à-dire que est-ce que le Macintosh a révolutionné l'ère numérique? Oui. Accessibilité, popularité, excusez-moi, popularité, et puis il a établi les bases du travail collaboratif. Donc, mais il y a eu des freins. Tout de suite, il y a eu des freins. Exactement comme aujourd'hui, hein, exactement comme quand il y a eu la calculette qui est arrivée, la calculette, vous avez eu vos profs qui ont dit ah là là, non, les calculettes sont programmables, il faut absolument que les élèves ne l'aient pas. Et bien là, c'est pareil. Vous avez eu tout de suite un enchaînement de problèmes sur, voilà, exactement comme aujourd'hui, hein. Regardez l'analogie, plus de papier, mais ça ne va pas avec la conformité administrative. C'est-à-dire que, OK, il n'y a plus de papier, sauf que le numérique n'est pas reconnu à l'époque
comme étant valable, étant légal. Du coup, bah, il y avait toujours du papier. Et puis, il y a beaucoup de gens qui préfèrent le papier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous avez des e-books, heu vous aimez acheter des livres. Ben, c'est exactement pareil. Si on regarde l'analogie avec aujourd'hui, l'IA, elle a des problèmes de droit d'auteur, des problèmes d'entraînement comme c'est toujours plus compliqué en Europe qu'aux USA, heu, juste parce que la propriété intellectuelle et le copyright sont 2 choses différentes aux États-Unis et en Europe. Vous avez, l'Europe qui considère que, quelqu'un qui a écrit quelque chose, ça lui appartient même si, il l'a vendu. Donc il a un droit de regard dessus. Alors qu'aux États-Unis, vous vendez la propriété intellectuelle, hein. C'est comme ça que certains chanteurs, bah, se retrouvent avec, tout leur catalogue, vendu et ils sont propriétaires de la chanson. Bah non, 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 la chanson appartient, à la major. Voilà, voilà. Donc Alors, moi je vous dis oui, vas-y, oui, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, Non, Augustin, vas-y. c'était que, donc je pense qu'effectivement l'analogie, en tout cas le message est bien passé, mais on va encore enfoncer le clou, parce que donc quand on revient à ton parcours, on va passer effectivement la décennie de, 90, on arrive, plutôt dans les années 2000 et là, nouvelle révolution et pas des moindres, bah, c'est internet, quoi. Voilà, alors, internet, aujourd'hui, bon, c'est, la réalité, quotidienne, c'est une commodities comme tu me disais, tout à l'heure, mais on a des pionniers du digital et souvent, on le voit bien dans notre industrie, alors sur le plan international, mais quand on fait le focus sur le marché français, en fait, ceux qui ont pris la vague internet et qui ont fait du business dans les années 2000 en France, sont ceux qui avaient pris déjà la vague précédente de l'informatique. Donc il y a quand même une logique. Si je reviens aujourd'hui avec l'IA, on voit que ceux qui sont performants, en tout cas visibles sur l'IA et l'utilisation des IA génératives, sont souvent ceux qui s'intéressaient aussi de près à la blockchain il y a 10 ans. Tu vois. Donc, C'est ça. hein, il y a un écosystème quand même qui s'est créé au fur et à mesure des années, dont tu fais partie. Absolument, mais c'est comment te dire? C'est l'argent qui attire l'argent. C'est-à-dire que, les GAFAM ont de l'argent pour pouvoir développer des choses. Et alors, bien évidemment, il y a plein de petites startups qui se lancent, mais les petites startups, elles sont très, très vite mangées, par des grosses. C'est-à-dire que vous avez vu sur l'IA, Freepik, concurrent de Adobe Stock, Freepik a racheté, Magnifique pour avoir un upscaler et a intégré, les moteurs, les outils de génération d'images comme, Flux, Midjourney, DALL-E. Donc vous pouvez créer à l'intérieur de Freepik des images en IA et les upscaler. Donc, à chaque fois, c'est toujours le gros qui était déjà là avant et qui a une base assise énorme qui arrive à manger les autres au fur et à mesure. Et ça sera toujours comme ça. C'est-à-dire que, ok, on est en train de critiquer Google. Google, ils sont perdus sur le moteur de recherche. Euh, Bon, ils ont sorti Gemini, mais je peux vous assurer qu'ils vont proposer quelque chose bientôt qui se mettra en face de Perplexity ou de SearchGPT ou de Bing GPT, quoi. On Donc, arrive. Alors là, on fait des gros raccourcis, hein. On voulait faire vraiment se ah focus ouais, sur le début de ton parcours, mais si vous vous intéressez à Augustin, vraiment allez voir son LinkedIn et puis contactez-le. On va arriver sur Indata Veritas parce que donc c'est ta dernière aventure, c'est la dernière en date. Indata Veritas, je disais que c'était un média collaboratif parce qu'en fait, il est né au cœur d'une communauté créée sur Discord. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Augustin? je me suis appuyé sur la communauté Discord Geniart pour trouver les pépites qui pourraient écrire à l'intérieur du journal. Donc un média collaboratif, comme tous les médias collaboratifs, il faut qu'il y ait des gens qui écrivent bénévolement, puisqu'il n'y a pas de modèle économique. Ils écrivent dedans et comme toute personne qui écrit dans un média collaboratif, il rend pas ses papiers à l'heure, quoi, tous les problèmes du collaboratif gratuit. Voilà. Donc, moi, je me suis appuyé sur la communauté de Nicolas Géniart. Alors, il s'appelle pas Nicolas Géniart, hein, il s'appelle Nicolas et on va taire son nom. Et pour avancer. Aujourd'hui, ils sont à peu près 2000.
à peu près une centaine d'actifs. Les autres ne font que regarder ce qui se passe sur le Discord. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA vit sur les Discord. C'est-à-dire toutes les pépites, elles sont sur des Discord. Et derrière, vous avez une petite quantité qui est très active, qui aide les autres. Le but du jeu, c'est de faire de l'acculturation et du transmettre du savoir-faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans Indata Veritas. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va leur proposer des choses gratuites, complètement gratuites, participatives. Et voilà comment ça a commencé. Alors, justement, on va faire la petite passerelle donc, avec cette communauté Discord. Alors, effectivement, ce n'est pas né au cœur de cette communauté, mais tu t'es appuyé sur cette communauté parce que justement, tu as rencontré plein de talents de l'IA. Et parmi ces talents de l'IA, eh ben, il y a Yoni. Salut, salut. Yoni. Il y a Yoni. Yoni, il s'appelle Yoni Atlan. Il est à Vienne, en Autriche. Et j'ai détecté chez lui cette envie de tout explorer, de tout tester dès le début. Et franchement, ce qu'il arrivait à produire avec son peu de connaissances de l'époque, hein, puisqu'il vient du graphisme, c'était assez sensationnel. D'ailleurs, vous allez reconnaître que tous, hop, on a perdu, tous ceux qui viennent qui arrivent à percer aujourd'hui, en fait, ils avaient du talent avant d'arriver sur l'IA générative. Donc, on va vous montrer une des dernières réalisations de Yoni, qui est un court-métrage. Encore en cours, ouais, mais bon, ouais, c'est ça exactement. Et ce qui est assez intéressant sur ce que je vais montrer, c'est j'aurai vraiment 10 minutes devant moi, donc j'essaye d'aller au plus clair, mais ce qui est super intéressant, c'est surtout le process à mettre en place. Au-delà même de la réalisation, on arrive quand même déjà à des résultats super intéressants sur de la vidéo, mais le process à mettre en place est assez excitant. Avec l'IA, on passe sur différents outils, et ça, je le partage pas mal. Ouais, vas-y. Yoni, c'est parti. Everything seems peaceful. Even in a God-forsaken place like this. But it's often in these moments that destiny decides to show its face. And it's always armed. When you walk through the door of a place like this, you immediately feel the eyes on you. Some wonder who you are. Others already know, they prefer not to know. Vous pouvez regarder le court-métrage en entier en suivant Yoni Atlan sur ses réseaux sociaux. Bon, Yoni, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Donc, quand on voit effectivement ces quelques séquences de ce court-métrage en cours, on pourrait se dire, en fait, c'est un film ou c'est un jeu vidéo AAA. Ouais, plus un jeu vidéo qu'un film, en effet. On n'est pas encore sur du réalisme à 100%, mais on n'en est pas loin. Il faut quand même pas oublier que la génération de vidéos s'est bien démocratisée avec les outils qui sont sortis. On va dire, tu me dis si je me trompe, hein, Augustin, mais ce serait plus en juillet, tu sais, quand Kling est sorti notamment. Quand Kling est sorti, ça a fait pas Kling, Luma, ça a fait du bruit. Puis après Kling, et puis après Runway qui nous a sorti sa mise à jour. Enfin, et en 3-4 mois, l'évolution, elle est quand même assez incroyable. J'ose même pas imaginer ce qui peut arriver dans 6 mois, quoi. Donc c'est assez prometteur. Ouais. Alors toi, Yoni, donc Augustin nous disait que bon, tu es un autodidacte. Hein. Je pense que comme énormément de professionnels qui sont lancés à corps perdu dans l'IA générative, toi, c'est quoi ton histoire en quelques mots? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as basculé à ce point tu vois, à devenir un petit génie, un talent des IA génératives? Ça a été, je pense, peut-être un peu comme tout le monde, pas forcément tous, mais un peu comme certaines personnes qui vont se reconnaître. Ça a été la crainte au début, parce que moi, je suis designer depuis l'IA depuis une vingtaine d'années et j'accompagne notamment les entreprises. Et puis, quand l'IA est arrivée, j'ai vite, notamment avec la génération d'images, j'ai vite compris que quelque chose était en train de se passer et j'ai eu peur, en fait, peur pour mon métier. En fait, je me suis dit, mince. Donc ça a été la crainte et cette crainte m'a amené à de la curiosité et après moult essais, ça a été beaucoup d'excitation parce que j'ai bien compris qu'en fait il n'y a pas de crainte à avoir parce qu'en vérité ce n'est qu'un outil et ça, on a beaucoup de mal à vraiment comprendre, mais ce n'est qu'un outil
Et du coup, à nous d'en faire bon usage et de l'utiliser de la bonne façon et de façon intelligente. Et c'est de cette façon-là qu'on pourra en faire de bonnes choses. Donc voilà, ça un peu dans le parcours, c'était un petit peu ça, quoi. C'est comme ça que je me suis mis, c'est vraiment par la crainte. Alors, le lien avec Indata Veritas, c'est que donc, tous les noms qui ont été cités par Augustin et qui font partie effectivement de cette, comment je peux dire, de cette communauté, tu vois, que vous avez constituée sur Discord, en fait, vous partagez vos connaissances, c'est-à-dire que vous progressez tous ensemble et vous êtes une communauté ouverte. C'est pour ça que je disais qu'Indata Veritas, c'est aussi un média collaboratif. Vous animez notamment chaque vendredi après-midi, ce sera le cas cet après-midi à 14h, un live qui s'appelle IA plus qu'à, dans lequel vous montrez, alors les partages d'écran marchent un petit peu mieux que sur ce live, mais vous montrez les dernières fonctionnalités ou alors les problèmes que vous avez résolus, parce que tu vois, on a pu voir sur les quelques images qu'on a pu diffuser, la synchronisation labiale, les effets de caméra, les travelling, c'est pas un coup de baguette magique, hein. C'est énormément de boulot et c'est des combinaisons aussi de plusieurs IA. Parce que ce qu'on a vu là, tu travailles en même temps avec peut-être 4-5 IA génératives en même temps. C'est ça, c'est ça. Typiquement, la démo que vous avez vue, donc c'est une vidéo de 3 minutes pour le moment. Là, ça m'a demandé, ce qui n'est pas énorme seul en soi, hein, mais ça m'a demandé à peu près 16 à 17 heures de travail. Donc, on pourrait croire qu'avec de l'IA, ça pourrait se faire très simplement. Mais non, ça m'a demandé 17 heures de travail, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai réfléchi au scénario, quel outil j'allais utiliser, l'animation, la génération d'images, l'animation, la synchronisation labiale, le montage aussi. Donc tout ça m'a pris pour l'instant, pour 3 minutes de vidéo, 17 heures de travail, ce qui n'est pas énorme avec de l'IA, mais beaucoup de gens sont un peu choqués parce qu'ils disent en fait, l'IA, non, c'est pas juste j'appuie sur un bouton et je réalise ma vidéo. Non, il y a vraiment un gros travail derrière de réflexion. Yoni, on a Rémi dans le chat. D'ailleurs, je vais afficher ce que nous dit Rémi. Il nous dit dorénavant, j'utilise Runway, Kling, Lumalabs Dream Machine pour animer les produits de mes clients et les mettre sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de possibilités avec l'IA générative. Alors, toi, d'un point de vue, je vais te dire un peu plus business, parce que bon, bah là, sur ce court-métrage, entre guillemets, tu t'amuses. En tout cas, tu apprends en t'amusant. C'est un apprentissage qui est ludique. Mais toi, ton activité, effectivement, c'est d'être DA, c'est d'être directeur artistique. Est-ce que déjà, dès aujourd'hui, en 2024, tu intègres l'IA dans ce que tu fais pour tes clients? Oui, carrément. Je fais même des réalisations quasiment full IA. Vraiment, c'est-à-dire des shootings photos. On commence à voir pour des clips musicaux ou pour des publicités. Donc ouais, si, là, on l'intègre bien. Et je vois des gens qui l'ont déjà fait et avec des résultats impressionnants. Ouais. Donc, bon, Yoni, en tout cas, merci d'être venu faire cet éclairage au sein de cette masterclass Indata Veritas avec Augustin. Est-ce qu'on te voit cet après-midi pour le live Il n'y a plus qu'à? Non, je suis peu présent en ce moment. Je suis désolé, Augustin m'en veut. Non, je suis peu présent, mais je serai là pour les prochaines. Ouais, justement, on va essayer de mettre ça en place. Alors, oui, celui de cet après-midi, il est très, très pointu. C'est SEO et IA. On en reparlera à la fin de l'émission. Donc, c'est très, très pointu. Mais dès la semaine prochaine, nous aurons les IA addicts, tous ceux qui sont addicts à l'IA et Laurie, qui doit pas être loin, là, qui va venir nous parler, elle va nous parler de ça parce que l'IA, c'est aussi très, très cher si on en fait son dada. Voilà, des abonnements à plus savoir qu'en faire et ça devient compliqué. Voilà. Yoni, avant que tu nous quittes, quel conseil tu peux donner justement aux étudiants, alors ceux du MBMCI, mais je veux dire d'une façon générale à des étudiants en communication et marketing digital, donc qui ne sont pas forcément effectivement des graphistes. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour bien se lancer dans les IA génératives et ne pas se perdre? Parce qu'on peut se perdre aussi. Ouais. Déjà, suivez quelques personnes. Déjà, il y a quelques personnes intéressantes à suivre. Comme un des piliers, ce serait peut-être potentiellement Pierrick Chevalier qui donne beaucoup de conseils dans la partie création. Et puis peut-être commencer avec les outils qui sont pour les étudiants qui sont gratuits. Il y en a plusieurs. Il y a FreePic pour la génération d'images. Il y a des outils comme Silab également et Sésame qui font également le même travail. On peut les tester gratuitement. Et puis en fait, prenez le temps d'essayer. De toute façon, on est quand même obligé de se perdre pour se retrouver. Il y a tellement d'outils
que c'est nécessaire de se perdre pour mieux se recentrer, ça, ce sera obligatoire. Donc voilà, mais il faut essayer. Il faut essayer parce qu'on on peut prendre le train en marche aujourd'hui. Vraiment, on est en plein dedans et on a encore le temps de le faire. Bon, Voilà. test and learn, Merci. le message est bien passé. Merci Yoni d'avoir été là et tu fais partie effectivement de cette communauté bienveillante, généreuse Ouais, de carrément, Data très Veritas. bienveillante. Franco, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Et puis, Salut, Yoni. je passe la main à Laurie qui va sûrement venir. Et voilà. Ciao. Et donc justement, la transition est faite. Donc on a un deuxième pilier de cette communauté que tu as constituée, Augustin, donc qui est Laurie Zingaretti, Adrénaline. On avait donc un designer, un directeur artistique avec Yoni. Et toi aussi, il se trouve que tu es une professionnelle du graphisme. Tu es également directrice artistique, Laurie. On va voir juste après, effectivement. Là aussi, j'espère que ça va marcher sans bug. Un petit peu ce que tu as réalisé dernièrement. Je disais à Yoni je posais la question à Yoni, est-ce que tu intègres déjà aujourd'hui l'IA dans ce que tu proposes à tes clients? Toi, Laurie, la réponse, elle est définitivement oui. Ouais. Franchement, on essaye de. Je vais parler de l'agence parce que moi, je suis pas en free. Pour le coup, je suis vraiment directrice artistique en agence de communication. Et c'est vrai qu'à l'agence, on a pris le parti de les intégrer dès le début. Donc déjà, pour nous entraîner, pas forcément dans des projets clients. Et là, petit à petit, on commence à les intégrer dans des projets clients. Donc surtout tout ce qui est création d'images. Après, on s'est dit qu'on allait le faire, mais qu'on allait prévenir les clients pour le faire, en fait. C'est-à-dire que les clients, dès le départ, quand on fait leur projet, on leur dit « Ok, vous avez un besoin d'images pour votre projet, pour votre site web, par exemple. Nous, on peut faire des images super adaptées à votre charte, etc. Mais il faut que vous nous donniez le feu vert de pouvoir le faire en IA. Est-ce que c'est OK pour vous? Et si c'est OK, c'est parti. » Alors, toi, Laurie, ton histoire elle rejoint aussi celle de Yoni et je pense également de beaucoup, entre guillemets, d'apprentis sorciers des IA génératives. C'est que très tôt, dès que les versions publiques, les bêtas de Midjourney, de DALL-E sont sorties, en fait, tu es allé voir, quoi. Tu es allé voir en te disant, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ouais, j'ai été voir d'abord Stable Diffusion. Donc, contrairement à tout le monde qui a été voir Midjourney, moi, j'étais sur Stable Diffusion dans un premier temps et ensuite, j'ai switché vers Midjourney très rapidement, que je trouvais un peu moins complexe pour démarrer et du coup, que je préconise aussi. Mais c'est vrai que oui, dès le départ, un peu comme Yoni, j'ai eu peur en fait. J'ai eu peur pour mon métier, j'ai vu plein de choses, plein de créations popper sur LinkedIn de gens qui n'étaient pas du tout DA. Je me suis dit, oh là 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 là, c'est quoi ce bazar? Comment je vais faire dans mon métier, qu'est-ce que ça va devenir? Donc du coup, je me suis dit, plutôt que de mener une révolution contre l'IA, je me suis dit, je vais m'y intéresser et je vais essayer de voir un peu jusqu'où je peux aller avec elle et comment je peux combiner à la fois mes compétences de DA et à la fois l'IA pour aller plus loin que des gens lambda qui puissent utiliser l'IA, en fait. C'est une façon de me rassurer. Oui, alors il y avait effectivement cette crainte initiale, comme nous le disait Yoni, mais en fait, cette crainte, elle a vite été balayée parce que, et d'ailleurs, tu fais partie, je disais que tu étais un pilier de cette communauté, mais tu es très régulièrement sur les lives Il n'y a plus qu'à, donc du vendredi, organisé par Augustin et Data Veritas. Et en fait, tu montres très concrètement comment les IA génératives accélèrent ton travail. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que tu vas beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. En fait, tu es une graphiste augmentée, tu es une directrice artistique augmentée. Et pour le coup, toi, tu es côté agence, mais en fait, vous êtes également une agence augmentée. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas uniquement ton travail qui en bénéficie, c'est tout le travail de l'agence. Ouais, tout à fait. Après, aller plus vite, alors je dirais qu'on gagne en moyens techniques. Par exemple, si demain on doit faire une publicité comme on va la montrer tout à l'heure, j'avais fait une publicité fictive. Si on est sur ce genre de projet, en fait, on va gagner en moyens techniques, on va gagner en moyens économiquement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de caméra pour aller tourner, on va pas faire appel à des mannequins, on va pas avoir des droits à l'image par rapport aux mannequins qu'on va devoir payer, etc. Alors c'est un peu rude ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'on gagne de ce côté-là. Après, au niveau temps, comme l'a dit Yoni, c'est vrai qu'on gagne du temps, mais attention, il faut déterminer quel workflow. Ça bouge énormément, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi, j'ai travaillé sur Runway. Peut-être que demain, je vais plutôt passer sur Minimax parce qu'ils vont débloquer les droits pour pouvoir les utiliser commercialement.
Donc, c'est toutes des recherches en fait qu'il faut faire aussi constamment et trouver le meilleur workflow adapté et aussi anticiper les retours clients parce que c'est hyper important. C'est vrai que c'est facile de faire des projets pour soi, mais quand c'est des projets clients, en fait, il faut pouvoir anticiper. Voilà, par exemple, dans ma pub, j'ai utilisé une petite fille. Bah, si demain, le client, il se dit, bah non, finalement, on veut un petit garçon, comment je fais, en fait? Donc, voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser en agence. Laurie, on parlait effectivement de cette pub fictive. Hein, t'as fait une, Oui, oui. on va diffuser quelque chose qui n'existe pas. Hein, voilà, c'est pas du tout un projet client, mais ça fait partie effectivement des tests que tu as pu faire. Vous allez voir, c'est saisissant. C'est parti. Imaginez un endroit où la nature est reine, où chaque fruit est cultivé avec soin, mûri au soleil et cueilli à la main au pic de sa perfection. Nous avons capturé toute cette fraîcheur et cette pureté dans notre boisson 100% pur jus de fruits naturels. Chaque gorgée est une explosion de saveur, une caresse pour vos sens. Savourez la fraîcheur, partagez le plaisir. Offrez-vous ce que la nature a de meilleur. Notre engagement, 100% pur jus, 100% naturel, 100% pour vous, naturellement irrésistible. Voilà, bah, je pense qu'on a bien compris. Donc, cette pub n'existe pas, mais elle a été entièrement réalisée par des IA génératives avec Laurie à la baguette. On dit bien entièrement, hein, c'est-à-dire que les voix, absolument tout. Il n'y a pas d'intervention humaine dans le sens, en dehors du pilotage de ces IA, tout a été produit avec des IA génératives. C'est ça, il n'y a pas eu de mannequin, il n'y a pas eu de choses qui ont été filmées, même le gros plan sur les pommes, etc. Tout ça, c'est vraiment de l'IA générative. Même le storyboard avait été généré par IA, on en avait parlé dans l'épisode 12, je crois, de Y'a plus qu'à. Donc ça, c'est un peu la phase 2, c'est un peu la suite. C'était vraiment dans la continuité de cet épisode 12. Et là, on va parler tout à l'heure un peu plus de technique. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre sur le live, vous êtes les bienvenus. Mais oui, la seule intervention humaine qu'il y a, c'est quand il faut changer les vêtements sur certaines scènes, parce qu'en fait, je fais d'abord les images et ensuite, je viens les animer en vidéo. Donc, ce qui permet en fait de pouvoir faire les retouches avant les vidéos et de pouvoir enlever un petit peu d'hallucination en fait qui pourrait être présente en vidéo, en génération vidéo. Bon, en tout cas, merci également Laurie d'avoir pris le temps hein, de passer une tête pour nous parler de ton expérience, toujours en cours. Hein, voilà, c'est ça. Ouais. C'était toujours dans cette expérimentation, mais je pense que là, on est en octobre 2024. Le moment où on se disait, tiens, comment on pourrait intégrer les IA génératives dans notre travail d'agence, que ce soit au niveau du graphisme, mais aussi, toi, tu l'as bien dit, hein, dans la relation client, en fait, c'est plus une question. Maintenant, c'est une réalité, quoi. On est déjà dans la mise en pratique. Bon, on le voit, hein, de toute façon, j'ai de plus en plus de demandes pour des forums, pour venir intervenir. Il y a beaucoup de gens qui se posent aujourd'hui la question de savoir, en tant que nous, DA, parce qu'on est des créatifs, on peut penser qu'on est contre, en fait. C'est un peu l'idée que les gens ont. Et on se dit, en fait, comment vous les intégrez, en fait, parce que vous avez déjà vos logiciels traditionnels. Normalement, vous n'avez pas besoin d'IA. L'IA, c'est pour le grand public. Non, en fait, il y a des choses beaucoup plus complexes qu'on peut mettre derrière avec Stable Diffusion, avec ConfUI qui va fonctionner avec des nœuds, par exemple, qu'on va venir relier des fonctions entre elles, faire son propre workflow et pouvoir obtenir des personnages dans certaines positions prédéfinies. Donc, il y a vraiment un contrôle total avec les IA qu'on peut obtenir. Donc, voilà, c'est des choses, des problématiques du moment, quoi, en tout cas. On te retrouve donc cet après-midi dans le live Y'a plus qu'à. Il me semble que c'est à 14h, c'est ça? C'est ça. 14h, donc Y'a plus qu'à sur les réseaux sociaux d'Indata Veritas. Merci Laurie. Eh ben de rien, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Voilà, alors, vous avez vu, hein, c'est un peu l'auberge espagnole. Vous avez compris que les origines d'Augustin sont espagnoles. Mais c'est aussi ton esprit, tu es comme ça, Augustin. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que tu as imaginé, conçu, que tu animes Indata Veritas. Je le redis, c'est un média collaboratif. C'est suffisamment rare pour être souligné. Et on a Yoni, on a Laurie, on en a plein d'autres qui font partie de cette communauté. Et on a une autre invitée. Hop, elle est là, regardez. Tac. C'est Ravaka. Alors, Ravaka, dans le MBMCI, on la connaît bien, puisque donc c'est une alumni, alors une toute fraîche alumni, puisqu'elle vient d'être diplômée. Hein. Elle a suivi le MBMCI l'année dernière.
Elle a été diplômée donc, il y a tout juste quelques semaines et elle a présenté sa thèse professionnelle également en septembre. Et il se trouve que justement, Augustin a proposé à Ravaka de promouvoir, de publier sa thèse professionnelle sur Indata Veritas. Donc, c'est en lien avec l'IA. Ravaka va nous expliquer, va nous faire un teasing de sa thèse professionnelle. Donc, vous voyez, en fait, sur Indata Veritas, on a des tribunes, c'est-à-dire des prises, enfin comment je peux dire, des billets d'opinion sur l'IA, ses évolutions sur notre marché. On a du très technique, voilà, des tutos pour expliquer, tiens, comment telle fonctionnalité sur Kling, sur Runaway. Je vais vous raconter comment j'ai produit ce court-métrage. Vous connaissez Alexandre Stopnicki, qui a réalisé lui aussi un court-métrage qui s'appelle Les Grandes Statues. Et bien sûr, Indata Veritas, vous avez un article dans lequel Alexandre détaille un peu tout ce qu'il a utilisé, comment il a procédé, quelles sont les itérations. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc, merci à toi, Augustin, en tout cas, d'ouvrir toujours ta porte d'Indata Veritas. Et donc, Ravaka, si tu le veux bien, en 5 minutes, eh bien, tu vas nous pitcher ta thèse professionnelle que l'on peut retrouver sur Indata Veritas. Exactement. Alors, bonjour à tous. Et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle promotion. J'en profite aussi pour remercier encore une fois Augustin, que j'ai d'ailleurs eu l'opportunité d'interviewer dans ma thèse. Alors, je vous partage mon écran rapidement. Donc, il y a un an, moi, j'étais à la place donc, des nouveaux qui viennent juste de commencer. Je n'avais jamais touché à ChatGPT de ma vie et j'entamais cette formation avec une vision, je dirais, plutôt traditionnelle du marketing digital. Et puis, au fil des challenges, des cas pratiques et des hackathons, j'ai progressivement pris conscience du potentiel de l'IA générative pour gagner en productivité et pour stimuler ma créativité. C'est cette prise de conscience qui m'a naturellement amenée à en faire le sujet de ma thèse professionnelle que je vais vous présenter dans les grandes lignes. Pour vous donner quelques chiffres clés, selon McKinsey, l'adoption de l'IA générative dans les grandes entreprises et dans les entreprises en général est passée de 33% à 65% en seulement 10 mois. Plus spécifiquement, les fonctions marketing et vente sont en tête en matière d'adoption, devant le développement produit et l'informatique. Cette adoption rapide s'explique par les nombreux avantages qu'offre l'IA générative, notamment dans la création accélérée de contenus personnalisés, l'automatisation des tâches répétitives ou encore l'optimisation des stratégies de référencement. Cependant, comme toute révolution technologique, celle-ci s'accompagne de défis et d'inquiétudes. Le baromètre 2024 IFOP pour Talent, les Français et les IA génératives a révélé que 79% des Français se disent préoccupés par l'émergence de l'IA générative contre 68% en mai 2023. Et par son impact notamment sur la sécurité des données, les biais algorithmiques et sur l'emploi. Une autre étude de PwC et OpinionWay a révélé que plus d'un tiers des directeurs marketing n'ont pas encore défini de stratégie concernant l'IA générative. Ce décalage entre la rapidité d'adoption de cette technologie et la mise en place de structures de gouvernance adéquates soulève la question suivante. Dans quelle mesure l'IA générative transforme-t-elle les stratégies et pratiques marketing au sein des organisations et comment ces dernières peuvent-elles exploiter les opportunités d'innovation tout en relevant les défis éthiques, réglementaires et opérationnels liés à son intégration. Pour approfondir ma compréhension de ce sujet plutôt complexe, je me suis beaucoup documentée et j'ai également mené une étude qui comprenait un sondage auprès de 134 professionnels et 23 entretiens approfondis pour justement mieux comprendre l'impact concret de cette technologie sur leur quotidien et les mesures mises en place pour faciliter son adoption, sans oublier les considérations éthiques. Un élément qui ressort de cette étude est que l'acculturation à ces technologies est centrale. C'est vraiment ce qui va permettre de transformer les craintes en opportunités et de doter les équipes de compétences nécessaires justement pour intégrer ces outils efficacement et surtout de manière responsable.
J'ai observé que les entreprises adoptaient différentes stratégies pour y parvenir. D'une part, la mise en place de formations et la sensibilisation des employés. Par exemple, certaines entreprises organisent des hackathons pour stimuler l'innovation. Également, donc, la création de chatbots internes et d'outils d'IA sécurisés pour familiariser les employés avec ces technologies. Le lancement de projets pilotes pour tester et évaluer les capacités de l'IA dans des contextes spécifiques avant un déploiement à grande échelle. La formation de task force transversales pour prioriser et gérer les initiatives liées à l'IA générative, le recrutement de talents spécialisés et la collaboration avec des partenaires expérimentés pour les accompagner. Et enfin, l'adoption d'une approche éthique en établissant des lignes directrices claires pour une utilisation responsable de l'IA et en formant les équipes aux enjeux éthiques. L'idée générale que je défends est que les organisations qui se démarqueront à l'avenir seront celles qui parviendront à harmoniser l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine en s'assurant que l'IA renforce et complète les capacités créatives des individus plutôt que de s'y substituer complètement, et également celles qui sauront cultiver une agilité stratégique, une capacité d'adaptation rapide et un engagement profond envers une démarche éthique. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous remets le lien vers l'article sur Indata Veritas, sur lequel vous allez pouvoir consulter et télécharger l'étude complète. Et puis, je souhaite une bonne rentrée à tous les nouveaux arrivants et bon courage aussi à ceux qui sont en plein dans la rédaction de leur thèse professionnelle. Donc, bien évidemment, si vous avez besoin de conseils ou d'accompagnement, je me tiens disponible. Voilà, merci à tous. Super, merci Ravaka. C'était efficace, hein, un peu à ton image. Donc, effectivement, les prochaines thèses professionnelles du MBMC, ils seront pour la fin d'année. Voilà, donc ils sont en plein dedans. Hein, il reste 1 mois et demi avant. Dernière ligne droite. dernière ligne droite. Et donc, on peut la retrouver effectivement sur Indata Veritas. Augustin, raconte-nous un peu comment ça s'est fait. Donc oui, elle t'a interviewé dans le cadre de sa thèse, mais à quel moment tu t'es dit, bah tiens, en fait, ça aurait du sens de le mettre à disposition sur Indata Veritas? Absolument. Elle m'a interviewé, donc d'une part, comme beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'IA, que ce soit au MBA, MCI, mais aussi sur des gens qui sont en relations publiques, relations presse, qui eux aussi ont la même crainte que les DA, c'est est-ce que leur métier va disparaître? Et donc du coup, il y a beaucoup de thèses là-dessus, et de mémoires plutôt, parce que là-bas, c'est plutôt des mémoires. Voilà, et bon, après, j'avais un espion dans la place, non pas Louis, mais Alexandre Stopnicki. Et donc, du coup, je savais quels étaient les élèves qu'on pourrait potentiellement approcher. Donc, j'ai approché Ravaka, mais un autre élève aussi, que tu vas recevoir bientôt, là, je pense, Louis. Je ne sais pas s'il est déjà connecté. Et il est là, Voilà. c'est Thomas. Thomas. Et donc, voilà, ce sont les 2 premiers qui ont accepté de présenter leur thèse dans Indata Veritas. J'espère que ceux qui font leur thèse aujourd'hui, pour leur thèse professionnelle, seront ou auront envie de venir présenter des choses. Et ceux qui commencent ou qui vont commencer, tu m'as dit, ils commencent en février, c'est ça? Ils viennent de commencer en octobre? Alors, c'est ça, exactement. Donc, en fait, on a 2 classes par an. On a une classe en octobre. Donc, Ravaka et Thomas étaient de la rentrée d'octobre 2023 et donc ils ont terminé là en septembre 2024. La deuxième classe, c'est celle de février. Donc, ils ont commencé en février 2024 et ils vont terminer donc en janvier 2025. Ok, Et donc, Ravaka en parlait, mais effectivement, donc cette semaine, on a donc les étudiants de la nouvelle classe d'octobre 2024 qui viennent tout juste de commencer. Tu vois, ils viennent tout juste de naître au sein du MBMCI. Du coup, Louis, on va l'annoncer tout de suite. Cette histoire de blog, je crois que les étudiants doivent écrire dans le blog du MBA, et Exactement. je leur donne la possibilité d'aussi de
parler ou d'écrire des tribunes ou des tests, en fait, ce qu'ils veulent, à condition que ça soit intéressant et que ça apporte quelque chose au débat, dans In Data Veritas. Exactement. Alors, bon, bah, merci Augustin d'avoir complètement sabordé mon annonce. Parce que, ok. Donc, effectivement, à l'occasion de cette masterclass, on voulait vous faire part de cette jolie nouvelle et donc du partenariat entre le MBMCI et In Data Veritas qui va se concrétiser, comme l'expliquait Augustin, par la possibilité offerte aux étudiants du MBA de publier au sein d'In Data Veritas. Donc, nous, on le fait déjà au sein du blog. On a un blog étudiant, mbmci.com. On va dire que c'est voilà, le bac à sable, ce blog. Et puis ensuite, ben, si vous voulez passer effectivement hop, au stade supérieur, eh bien, il y a In Data Veritas. Et donc, on vous expliquera précisément comment on va mettre ça en place, parce que forcément, ça va faire partie, on va dire, d'un accompagnement au sein du MBMCI. Et on va, par exemple, obliger, entre guillemets, ou en tout cas imposer à chaque étudiant pendant son année de formation de soumettre un article pour In Data Veritas. Ça pourrait être plus, mais au minimum, ce sera un article où là, on aura des critères d'exigence qui seront évidemment ceux d'un média, celui d'In Data Veritas. Vous avez compris que vous avez affaire à quand même un dinosaure de la presse informatique. Et donc, il y a un rédac chef, c'est ça, Augustin. En fait, tu es le fondateur, tu es l'éditeur d'In Data Veritas, mais tu fais aussi office de rédacteur en chef. Alors, pour bien préciser, le rédacteur en chef, c'est ma fille. Mais oui, mais c'est elle qui supervise le tout. Mais oui, il y a un rédacteur en chef, il y a des contraintes, il y a un style d'écriture. C'est-à-dire que, bon, voilà, on a eu Ravaka, on a eu Thomas. Le travail n'est pas le même sur l'un comme sur l'autre de réécriture. Et chacun a, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas très grave de ne pas savoir bien écrire. On peut toujours réécrire au sein de la rédaction de façon à ce que ça soit compatible avec écrire pour être lu. Parce que des fois, on écrit, mais celui qui lit derrière, il ne comprend pas tout ce qui s'est écrit dedans. Voilà, un peu de vulgarisation et compagnie. Voilà, donc c'est une nouvelle possibilité, effectivement, une opportunité qui est offerte aux étudiants à travers ce partenariat. Et on parlait de Thomas, donc on va dire Ravaka et Thomas, c'était le yin et le yang. Voilà, donc on a eu le yin avec Ravaka et donc Thomas également qui a donc publié sa thèse professionnelle sur In Data Veritas. Et puis, tout comme Ravaka, on va lui proposer de nous faire un teasing, de nous présenter sa thèse. Merci Ravaka. Merci à vous, bonne journée. On va peut-être écouter Thomas maintenant. Yes. Je partage mon écran. Hop. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avec ce que tu disais, Augustin, et Laurie et puis Yoni, c'est qu'en fait, les DA aujourd'hui se servent de l'IA pour faire mieux, pour travailler plus vite, pour proposer de nouvelles choses. Et Ravaka en a parlé aussi également, que ça va forcément changer la donne demain. Et c'est aussi une partie de ma thèse que j'ai voulu poser là-dessus, sur un triptyque qui s'appelle l'agilité, l'IA générative et l'intelligence collective. Parce que je me suis posé 3 questions qui étaient comment est-ce que l'intelligence collective, l'humain en fait, fait face à une complexité et une incertitude avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent aujourd'hui. L'IA générative, comme on l'a vu, ça a fait peur. Mais aussi, comment est-ce que cette fameuse IA peut être un nouveau paradigme technologique et forcément sociétal, ça va changer beaucoup de choses. Et comment est-ce que l'humain peut s'adapter à ça? Donc, j'ai une phrase à vous soumettre qui est quel est votre unique? Et si vous n'avez pas la réponse, vous êtes mal barré. C'est Jean-Philippe Desbiol, c'est le monsieur Watson de IBM français. Et il a dit ça à une conférence auquel j'ai assisté qui était très intéressante. Je vous mettrai le lien plus tard dans le chat. L'importance ici, c'est quelle est votre expertise en tant que professionnel. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pourquoi les 3 sujets? Parce qu'en fait, l'agilité, ça va nous permettre de naviguer dans cette incertitude-là. C'est faire preuve de réactivité dans la façon dont on va s'adapter au changement, comment on va faire en sorte de le faire. La flexibilité aussi. Comment est-ce qu'on va modifier notre structure, notre communication dans notre organisation pour mieux communiquer ensemble. Et enfin, l'agilité, c'est avant tout, à part les principes et les approches que tout le monde connaît et qui font peut-être un peu peur tout de suite, c'est l'état d'esprit en fait. L'état d'esprit, c'est une remise en question tout le temps.
c'est l'amélioration continue, c'est du test and learn. Et on le voit, hein, d'ailleurs, Yoni et Laurie l'ont dit, ils testent beaucoup de choses et ils se perdent un peu dans les différentes IA, mais au final, ils progressent. L'IA générative, ben oui, c'est une technologie qui est ambivalente. Ça permet de produire du contenu de haute qualité, maintenant du texte, de la vidéo, de l'audio. Home Machine, elle devient un partenaire de tous les jours. C'est quelque chose qui va venir dans nos équipes et qui va forcément casser peut-être un petit peu la dynamique. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA, on ne peut pas la laisser faire toute seule ce que l'on veut, on ne la prend pas telle qu'elle. Il faut faire preuve de contrôle sur l'éthique, sur la pertinence de son contenu, parce que l'expertise, ça reste encore vous. Et il faut faire preuve de pensée critique pour pouvoir mieux l'utiliser au quotidien. Et l'intelligence collective, donc l'humain, hein, la force du groupe, c'est les principes, bien sûr, de comment est-ce que je connecte les savoirs ensemble pour proposer des nouvelles idées, qui soient plus originales, plus poussées, avec des outils de collaboration qu'on connaît tous. Aujourd'hui, on passe sur Restream, on peut utiliser Zoom, on peut utiliser plein d'autres... Ah, ça c'est parti, c'est bizarre. C'est pas grave, tu peux continuer à nous parler. Ça marche. Et du coup, la question, c'est ça. Je reprends le fil de ma discussion. Donc, intelligence collective, principe. Ouais, c'est ça. Donc, on a plein d'outils aujourd'hui pour mieux faire sur le devant de la scène. Il faut sans dire les utiliser pour mieux faire demain. Et l'IA nous permet de faire une analyse plus poussée en fait de toutes ces données-là. On peut utiliser plein d'outils qui nous permettent aujourd'hui d'aller plus vite, plus loin. Et ça permet d'avoir un meilleur impact en facilitant les décisions collectives, en facilitant la prise de décision. Donc, l'impact de l'IA sur le monde du travail, il est réel, hein, parce qu'aujourd'hui, on a 60% des métiers qui vont être impactés par l'IA, même 10% vont même disparaître, parce qu'il y a une forte propension à l'automatisation de certaines tâches qui sont dites répétitives. On voit aussi qu'on fait du shadow AI, donc il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'IA de façon clandestine dans les entreprises sans en avertir vraiment les managers ou bien l'entreprise en elle-même. Parce qu'en fait, ça pousse la productivité des salariés et leur engagement aussi dans la façon dont ils adressent leurs sujets, leurs projets, leur vie de tous les jours. Donc, on voit que ça devient un super facilitateur, l'IA, et il faut bien regarder ça de près et s'en saisir tout de suite pour ne pas être perdu demain. Ça va nous amener vers une organisation qui soit plus résiliente, quand on met en avant de nouvelles compétences humaines avec de l'intelligence collective, ça va créer de nouvelles collaborations, ça crée de l'adaptabilité dans la façon dont on va gérer nos sujets demain, et surtout de l'innovation demain qui sera différente de celle qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans ma thèse, je propose une recommandation schématique. Donc, on voit là ici le schéma qui part sur 3 grands axes, les compétences en IA, les compétences en intelligence collective et en leadership agile, avec des points de progression et avec chaque étape, toujours en faisant attention à bien mesurer l'impact que ça a pour vous en tant qu'organisation, même aussi en tant qu'individu, parce que finalement, c'est ça que je mets en avant dans ma thèse, c'est que l'individu va jouer sa place, c'est un moteur de la transformation de demain, du digital, du numérique, de l'humain, et l'avenir du travail passe forcément par lui et par sa formation, son acculturation aux nouvelles technologies. Et donc, l'humain est une machine complexe. Donc, on ne peut pas répondre à ça par des réponses simples. Donc, c'est compliqué de parler de ce sujet de façon uniforme parce qu'il y a tellement de ramifications que c'est fondamental, c'est sociétal. Et demain, ça va partir vers une transformation du travail. Et ma thèse propose une partie de la réponse, peut-être pas tout, évidemment, c'est pas le but, mais en tout cas des pistes de réflexion et de la projection sur ce que sera demain, l'équipe de demain et l'IA pour nous demain. J'en ai fini. Merci beaucoup Thomas. Et donc ta thèse est disponible en intégralité sur Data Veritas. Exactement. Donc avec Augustin, on a fait un article, vous pouvez le lire, il n'y a aucun problème, il est très très bien, évidemment. Mais vous pouvez aussi télécharger ma thèse, la regarder, la lire. Il y a aussi un podcast, il y a aussi un teasing vidéo. Et le mieux, franchement, que je vous enseigne, que je vous incite à faire, c'est vous prenez ma thèse, vous la téléchargez, et puis vous la donnez à manger à ChatGPT, puis vous verrez bien ce qu'elle vous sort.
avec les bons prompts, évidemment, parce que si vous n'avez pas de bonnes questions, vous n'aurez pas de bonnes réponses. Exactement, oui, on peut aussi avoir cette version synthétique. En tout cas, merci Thomas d'être venu partager ton expérience de thèse et puis l'inauguration de ce partenariat avec Augustin. Alors, il y a Ravaka qui est encore là, donc on va apparaître un peu tous les quatre. Voilà, donc merci à tous les deux. Vous avez compris que ce soit Ravaka, Thomas ou alors Yoni et Laurie qui sont également venus nous voir tout à l'heure, vous pouvez tous les contacter sur LinkedIn, tout comme Augustin également, ils sont très réactifs. On va terminer cette masterclass, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Augustin, on avait cette première annonce qui était donc ce partenariat entre le MBMCI et Indata Veritas, mais il y a d'autres annonces. Alors là, je te laisse le soin de faire cette annonce, Augustin. C'est une annonce... mais j'ai sabordé la tienne, tu peux saborder la mienne. Ok, bon, très bien, avec plaisir. Donc, Augustin, tu nous invites en novembre. Le 21. Le 21 novembre. Soir, on peut donner à peu près un horaire, 18h, 18h30 ? C'est 18h, 22h. 18h, 22h. Dans Paris. Oui, rue de la Vacquerie, dans le 11e. Rue de la Vacquerie, dans le 11e, pour l'inauguration d'un nouveau lieu, voilà, d'un lieu qui va se créer, donc rue de la Vacquerie, dans le 11e arrondissement, qui va s'appeler la Maison de l'IA. C'est ça, Augustin ? C'est ça. Alors, ce n'est pas un nouveau lieu, c'est un lieu qui existait, mais qu'on a repris et qui ne parlait pas d'IA. Et on va le consacrer dans un premier temps en partie à l'IA, parce que le modèle économique, il faut bien vivre, mais ça deviendra la maison de l'IA où en fait il y aura des licences gratuites où les gens vont pouvoir venir essayer, il y aura des élèves qui vont pouvoir venir et des classes pour pouvoir tester des choses et regarder ce qui se fait, et surtout il y aura des ateliers très précis avec ce qui se fait de mieux en montage vidéo, ce qui se fait de mieux en art vidéo ou en art tout court avec l'IA, comme le collectif Obvious, que vous connaissez peut-être, qui est vraiment la pointe française. C'est en fait la French Touch de l'IA, qui a pris une place dans les locaux. Bon, il y a aussi un espace coworking, on a un espace immersif, un plateau télé immersif, c'est-à-dire que si vous voulez faire du média training à quelque chose, on vous met le plateau de TF1, n'importe quel plateau de France Télévisions derrière. Comme ça, le jour où vous êtes devant, je sais pas, Élise Lucet ou je ne sais plus qui présente maintenant, mais vous êtes vraiment dans le bain, c'est-à-dire vous n'aurez plus peur puisque vous avez déjà vécu cette expérience. Et surtout, nous avons un auditorium de 120 places où on fait, là on va faire le grand raout d'inauguration et où on peut venir voir des présentations, on pourra voir des conférences, des TEDx, TEDIA en fait, absolument tout ce qui se fait ailleurs en termes de meet-up sera aussi présent sur la maison de l'IA, mais spécifiquement très très IA, c'est-à-dire qu'on ne dévie pas. Et le premier parle de, donc tout à l'heure on disait que les DA avaient vraiment très très peur de perdre leur métier, et on avait une évolution des DA vers l'IA et l'intégration de l'IA dans leur métier. Et d'ailleurs, ils n'ont plus peur, hein, vous en avez vu 2. Les suivants, ce sont tout ce qui est le workflow audiovisuel. Donc le workflow audiovisuel, c'est-à-dire de l'écriture de storyboard au doublage, au dubbing, la totale, est en train de connaître la même évolution, peut-être encore plus rapide. Certes, on attend toujours Sora, hein. Sera-tu là, on ne sait pas, mais il y a d'autres produits et ça va très 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 vite. Et donc on a décidé que ce rendez-vous du 21-11 serait sur l'audiovisuel. Donc nous aurons, j'ai parlé de clips, nous aurons des gens qui viendront nous montrer des clips vidéo
qu'ils ont réalisés pour des gens connus. Et vous aurez donc Runway, des Minimax qui seront là et qui vous présenteront ce qu'ils font et ce qu'ils font de mieux. Voilà. Le suivant, ça sera probablement sur le son. Et sur le son, nous avons plus de problèmes parce que les droits d'auteur en France et dans le monde, c'est un vrai problème. Alors, on redonne les éléments du rendez-vous. Alors, en fait, c'est le 21-11. 21 novembre. 21 novembre. 18h, 22h. Exactement. Et c'est sur invitation uniquement. Donc, les alumni vont être invités, les élèves vont être invités. Voilà, j'espère que tu n'as pas 120 élèves, sinon j'ai plus de place. Voilà, ou j'espère qu'il y aura du no-show. Ouais, c'est un événement. Voilà. Évidemment, là, on est en live sur les réseaux sociaux, mais bon, en général, c'est plutôt la communauté MBMCI qui nous suit. Si certains nous regardent et nous écoutent, eh ben, ils auront beaucoup de chance parce que il suffit qu'ils contactent Augustin pour avoir une invitation. Mais effectivement, c'est un événement un peu confidentiel, en tout cas limité en termes de place. Donc nous, parce qu'on est partenaire et parce que ça y est, on est bons copains avec Augustin, ben, on a la chance d'être invité, mais les places seront chères parce que cette maison de l'IA, je pense que ça va devenir assez rapidement un lieu central d'effervescence, de partage et surtout d'apprentissage, parce que c'est ça aussi. C'est ça le but du jeu, c'est l'acculturation, c'est le partage, c'est montrer le savoir-faire et le partager. Parfait, donc le rendez-vous est pris, et puis on avait une toute dernière annonce à passer, Augustin. On avait une toute dernière annonce, non? Oui, laquelle? Je ne sais pas. Non, je te taquine. C'est donc une annonce qui concerne le MBMCI, puisque donc en 2024, le MBMCI fête ses 25 ans. Voilà, ça fait un quart de siècle que le MBA existe. Donc il a été créé en 1999, et donc voilà, ça fait 25 ans déjà. Et donc on a le plaisir de vous inviter à notre anniversaire qui sera le jeudi 12 décembre. Donc dans les locaux de notre école à Nanterre. Voilà, donc là, on va communiquer prochainement sur cet événement, donc ouvert principalement bien sûr à nos alumni et à nos étudiants actuels, mais si certains veulent passer là aussi une tête dans la limitée place disponible, ils seront les bienvenus. Donc les 25 ans du MBMCI, ce sera le jeudi 12 décembre, et peut-être que Augustin nous fera le plaisir d'être là d'ailleurs. Probablement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vis à Biarritz, donc avec ce qui est derrière moi, mais en vrai. Et donc, du coup, oui, monter à Paris, c'est toujours un problème pour ceux qui habitent dans le sud. Mais bon, je serai là. Impeccable. La conclusion est pour toi, Augustin. Le rendez-vous le plus tôt, c'est celui de cet après-midi. Hein, on rappelle, il n'y a plus qu'à le live à 14h. C'est ça. Alors, donc le live à 14h sur le SEO et l'IA et l'atelier de notre ami Laurie que vous avez vu tout à l'heure sur sa publicité fictive. Nous avons aussi le boss, donc Nicolas Géniart, qui vient nous parler des dernières nouveautés, des derniers bons plans sur l'IA générative. Voilà, il est très mi-journée, mais bon, il est capable de parler d'autres choses. Et sinon, ce que je voulais, c'est que bon, si vous pouvez, comme pour tout média collaboratif, notre problématique, c'est l'audience. Donc, n'hésitez pas à liker, c'est en haut à gauche sur notre page. Il y a YouTube, il y a LinkedIn, il y a X et il y a Facebook. Voilà, vous vous inscrivez à tout. Bon, peut-être que vous recevrez trop de trucs, mais au moins, vous ne resterez pas sans nouvelles de l'IA générative. Impeccable. Merci encore à toi, Augustin, d'avoir merci à toi de m'avoir invité. Bonne journée à tous. À très bientôt sur les ondes du MBMCI et bien sûr celle d'Identa Veritas. On vous rappelle, cet après-midi 14h, le live, il n'y a plus qu'à. Le 21 novembre, l'inauguration de la Maison de l'IA dans le 11e à Paris sur invitation. Donc, si vous n'avez pas eu votre invitation, vous pouvez contacter Augustin. Et on se retrouve avec le MBMCI le jeudi 12 décembre pour les 25 ans du MBA. Au revoir à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci Augustin, merci Louis. Merci.